Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis. Comme vous le savez peut-être, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est partenaire de cette magnifique manifestation Les idées mènent le monde. Et j'ai donc le très grand plaisir et l'honneur de vous présenter mon collègue Franck Mirou, qui enseigne l'anglais à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et qui est spécialiste donc d'une part de traduction, mais surtout aussi de civilisation et littérature nord-américaine. Et c'est de ce domaine-là qu'il vous parlera aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup. Merci Caroline. Eh bien, passion, passion. Quand on m'a proposé de participer donc à ces rencontres, j'ai été chercher dans le dictionnaire forcément les différentes acceptions du mot passion, et j'ai retenu les notions suivantes. L'idée de souffrance, bien sûr, la passion du Christ en est un exemple. L'animalité également, les passions primitives au sens cartésien du terme. La passivité, la passion, le fait de subir également les événements. Et en fait, le fait d'éprouver des émotions et des sentiments d'une intensité extrême ou irraisonnée, entraînant, nous dit-on, la diminution de la perte du sens moral, un manque d'objectivité ou un emportement pouvant conduire à l'excès ou au fanatisme. À partir de là, la trame qui sous-tend la relation entre la notion de passion et le sujet qui m'intéresse, je n'ose pas dire qui me passionne, c'est-à-dire la représentation de l'indigène dans les différentes formes d'expression artistique en Amérique et au Canada, m'est apparue assez clairement. On peut penser bien sûr à la passion de l'Indien, à la manière un peu de la passion du Christ, c'est-à-dire toutes les humiliations, le long chemin de croix de l'Indien entre le XVIe siècle et le monde moderne au XXIe siècle, les souffrances, les humiliations subies, mais également au caractère excessif, déraisonnable, souvent ambigu et ambivalent du regard porté sur l'Indien, exprimant tour à tour une volonté d'assimilation, c'est certain, la fascination, le rejet, la haine, l'indifférence et la compassion. Ce que je vous propose de faire donc, pendant les 45 minutes qui nous sont octroyées, c'est un panorama de la manière dont l'indigène a été représenté par le biais de diverses formes d'expression artistique en Amérique du Nord, depuis l'indépendance des États-Unis jusqu'à nos jours. Pour être très honnête avec vous, j'ai vendu quelque chose qui n'est pas. J'ai vendu une conférence sur un panorama depuis les premières explorations jusqu'à nos jours. J'aurais pu faire une autre conférence sur la première partie, donc je vais résumer le XVIe et le XVIIe siècle en quelques minutes, si vous le permettez. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, justement. Le regard que nous porterons sur ces productions artistiques nous permettra de dégager le caractère à la fois passionnel et passionné des relations entre l'Amérique du Nord de tradition européenne et ce que les Canadiens nomment les Premières Nations, et de mesurer à quel point les perspectives adoptées par les différents artistes ou auteurs ont souvent été le reflet, voire la justification des politiques indiennes menées par les États-Unis et le Canada, ou se sont inscrits en faux contre cette politique indienne, justement, des deux côtés de la frontière nord-américaine. J'ai fait le choix d'une approche résolument diachronique et chronologique plutôt que thématique, qui nous permettra, je pense, de mettre en exergue l'évolution, justement, dans la perception de l'Indien, ou de l'indigène, plutôt, au fil des siècles de cohabitation entre les différentes cultures. Il faut que je m'habitue un peu à la technologie. Voilà. Dans un premier temps, donc, si on observe justement cette période que j'ai tenté de résumer, qu'on peut appeler la période d'installation, la période coloniale, entre 1524, pourquoi? Parce que c'est la date du premier voyage de Verrazzano en Amérique du Nord. Il va découvrir la baie de Narragansett, dans l'État de Rhode Island, qui deviendra plus tard l'État de Rhode Island, jusqu'à l'indépendance des États-Unis, 1783. Ce qui frappe le lecteur des écrits des premiers voyages, des récits des premiers voyages, première moitié donc du XVIe siècle, on pense à Verrazzano en 1524, mais aussi à Jacques Cartier, forcément, en 1534-1536, et des gravures qui accompagnent parfois ces écrits, ces récits, c'est l'ambivalence du regard porté sur l'indigène dès les premiers contacts, à savoir la dichotomie qui se crée dans l'imaginaire occidental entre le bon Indien, celui dont Jacques Cartier nous dit, je cite, qu'il se roi facile à convertir, et le mauvais Indien, ce que Verrazzano nomme, je cite, les sauvages de la terre mauvaise, nous dit-il. Et le parallèle entre la terre et l'Indien, le paysage et l'Indien, que nous développerons quand nous parlerons du XIXe siècle, apparaît déjà dès le départ et sous-jacent déjà. Et ce dont Cartier nous dit qu'ils sont, je cite, plus durs que froid aux bêtes, c'est-à-dire l'Indien comparé, la bestialité de l'Indien ou l'animalité de l'Indien, qui est déjà mise en avant par Cartier lors des premiers récits. Sur cette représentation que je vous propose, qui est extraite du Codex Canadensis, donc 1675, aux environs de 775,
ce qu'on peut remarquer, c'est la fascination de l'Européen pour cette animalité, cette bestialité de l'Indien. On voit des personnages qui sont à mi-chemin, non seulement entre l'humain et l'animal, mais également entre l'animal et le monstre. La fascination pour la fumée, pour ce que les Européens appelaient la tabagie, transparaît également sur ces gravures. Et l'inhumanité de l'Indien, les tatouages particulièrement, qui ont à la fois fasciné et dégoûté, repoussé les Européens lors de leur première rencontre avec les indigènes au Canada en l'occurrence, enfin, ce qui est maintenant le Québec. Au-delà de la crainte éprouvée devant l'indigène, qui représente pour l'Européen l'inconnu, et que l'on compare pour se rassurer et par commodité à d'autres sauvages, eux en voie de civilisation, les comparaisons aux peuplades africaines, par exemple, et asiatiques, sont très nombreuses dans les relations de Cartier et les relations de Verrazzano. Verrazzano nous dit que l'Indien, en fait, est comme le sauvage, est fait pour le paysage dans lequel il vit, comme l'Arabe est fait pour le désert, nous dit-il. Voilà, par exemple. Ces comparaisons pour se rassurer et par commodité, pour définir le sauvage, abondent donc dans les récits des voyages au XVIe siècle. Il apparaît rapidement que le paternalisme et l'autoritarisme et le discours moralisateur du conquérant dominent les représentations auxquelles le lecteur européen est confronté au XVIe et XVIIe siècle. Dans les récits de ces voyages et sur les gravures de l'époque, il n'est pas de place pour la mesure. Au contraire, l'exaltation et l'exagération sont de mise et l'emportent sur la raison dans un discours et une iconographie qui alimentent les fantasmes en fait nourris par les Européens. J'en veux pour témoin cette représentation de l'Indien par John White, le peintre anglais John White, qu'il a intitulé The Flyer. Quand on voit ce personnage, on comprend que le public élisabétain ait pu être fasciné par une telle représentation de l'Indien. On croirait presque Puck sorti du Songe d'une nuit d'été, c'est-à-dire un personnage sorti d'une pièce de Shakespeare, une comédie de Shakespeare. Ce monde dont Samuel de Champlain, l'explorateur Samuel de Champlain, au début du XVIIe siècle, nous dit qu'il est sans foi ni loi, doit donc être réformé. L'idée que le sauvage se définit par ses manques par rapport à l'homme civilisé alimente un clivage entre la notion d'indianité et celle de civilisation, clivage qui va marquer les relations entre ces deux mondes jusqu'à la deuxième partie du XXe siècle. L'Indien va rester pendant très longtemps l'autre, celui dont l'image se construit en creux, par défaut, tout ce qui n'est pas européen, tout ce qui n'est pas civilisé, est indianité. Ainsi, dans la première moitié du XVIe siècle, les idées formulées par René Descartes, selon lesquelles l'homme blanc se pose en maître et possesseur de la nature, c'est ce que nous dit Descartes, par l'usage de la raison, font florès en Amérique du Nord, et pour pouvoir s'emparer de la nature, forcément, dans le Nouveau Monde, il faut s'emparer de l'Indien, il faut maîtriser l'Indien. Fait d'un mélange subtil de passion et de raisonnement politico-économique, les relations entre les autochtones et la culture importée restent donc extrêmement ambivalentes. Et si la dialectique entre une vision angélique de l'Indien, la pureté d'un monde originel qui aurait survécu sur le continent américain, Verrazzano compare la baie de Narragansett à l'île de Rhodes, et plus tard ça deviendra l'État de Rhode Island d'ailleurs. Donc cette représentation donc, de l'Indien, le visage angélique de l'Indien, la pureté du monde originel qui aurait survécu sur le continent américain, s'oppose à une vision diabolique qui n'est jamais très loin. C'est que la diabolisation de l'Indien, en fait, permet de justifier son expropriation, sa destruction, et de faciliter l'entreprise d'expansionnisme et d'évangélisation mise en place d'un côté par les Anglais, ça c'est pour l'évangélisation des Indiens dans ce qui devient la Nouvelle-Angleterre, et par les Français en Nouvelle-France. Sur cette représentation, vous avez une représentation d'un des mythes fondateurs des États-Unis, c'est Pocahontas qui sauve la vie du capitaine John Smith. En 1607, la première colonie est établie par les Anglais à Jamestown, en Virginie. Les colons rencontrent les Indiens Powhatan, et un de ces récits, qui depuis est devenu un récit apocryphe, est la capture de John Smith par les Powhatan, et le fait que la princesse Pocahontas lui ait sauvé la vie et ait permis aux Européens de s'établir en Virginie. On verra plus tard que c'est un mythe qui a servi à justifier tout simplement l'installation des Européens et la colonisation de l'Amérique du Nord. Je voudrais revenir sur cette représentation. Ce qui est frappant sur cette représentation, je trouve, c'est le caractère maléfique et diabolique de l'Indien qui est mis en avant non seulement par la fournaise qui brûle au fond il a voulu représenter forcément l'artiste en wigwam, puisque les Powhatan vivaient dans des wigwams, et cette maison commune, vous avez cette fournaise qui brûle au fond de la maison commune, et vous avez ces petits personnages, ces petits diablotins qui veulent prendre la vie de John Smith, et une Pocahontas éplorée,
dont la taille est minimisée par rapport aux autres personnages d'ailleurs sur le tableau, qui sauve la vie de John Smith et qui par là même légitime la conquête du territoire par les Blancs. Cette représentation est également intéressante, elle est du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on est encore dans cette représentation de l'Indien comme le sauvage cruel. Le fantasme du scalp, à ce moment-là, va se développer. Ce qui est assez ironique, c'est que ce sont les Européens qui ont encouragé en fait les Indiens à scalper. Ils n'ont pas inventé le scalp, la pratique du scalp existait déjà, mais ils ont payé les Indiens pour obtenir des scalps comme objet de décoration ou comme objet exotique qu'on pouvait ramener en Europe. Mais dans les représentations donc, du XVIIIe siècle, qu'il s'agisse de Alexandre de Batz, le peintre français qui a peint les Indiens en Louisiane, les Natchez sur cette représentation, ou de cette représentation anonyme d'un Iroquois attaquant une jeune femme blanche dans l'Ohio, le fantasme du scalp va bon train, et la représentation de l'Indien comme l'obstacle à la civilisation et l'obstacle à détruire est manifeste au XVIIIe siècle. Parallèlement, au XVIIIe siècle, c'est également le développement ou l'avènement du mythe du bon sauvage et du noble sauvage. On pense aux écrits, par exemple, de Jean-Jacques Rousseau. Les philosophes des Lumières, donc, impriment cette pensée, réfléchissent sur les questions de nature et de culture. En 1755, Rousseau, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, explique que le gouffre entre l'homme civilisé et le sauvage n'est pas un phénomène naturel, nous dit-il, mais le produit de l'histoire et de l'interprétation qui en est faite. Dans l'esprit de ce mythe du sauvage éclairé, vous en avez une représentation ici, hein, Larocque qui nous représente un sauvage iroquois, on est tout de même loin de la représentation du sauvage iroquois sur la gravure anonyme qui date de 1740. Et pourtant, celle de Larocque date de 1750, des environs de 1750. Donc vous voyez, on a toujours cette dichotomie entre le bon indien et le mauvais indien. Le bon indien, finalement, on va en rediscuter plus tard en parlant du 19e siècle, c'est l'Indien qui se laisse civiliser, c'est l'Indien surtout qui se laisse convertir. On verra que la religion est quand même, joue un rôle important. Le mauvais indien, c'est celui qui résiste à la civilisation et qui veut poursuivre sur la voie de sa culture traditionnelle. Dans l'esprit de ce mythe du sauvage éclairé, certains penseurs et fondateurs de l'Amérique en quête d'indépendance, puisque au milieu du XVIIIe siècle, on est en pleine ébullition en Amérique du Nord, les colonies anglaises commencent à se demander si elles veulent rester des colonies ou si elles veulent leur indépendance. Dans cette Amérique donc en quête d'indépendance, certains penseurs et fondateurs soulignent la modernité et le degré de sophistication de certaines cultures ou structures politiques amérindiennes. C'est le cas de Benjamin Franklin, par exemple, un des pères fondateurs, qui propose lors du congrès d'Albany en 1754 aux délégués des 13 colonies d'imiter un texte fondateur, la Guyana Chagowa. La Guyana Chagowa, c'est la grande loi qui lie, c'est la constitution que les Indiens Iroquois ont adoptée en 1720. C'est donc un modèle de démocratie participative qui n'existait pas en Europe et dont Franklin souligne que les Iroquois peuvent revendiquer la paternité et dont il explique aux délégués des 13 colonies que l'Amérique ferait bien de s'inspirer. Et effectivement, c'est la Guyana Chagowa qui servira de modèle, entre autres, au père fondateur en 1787 lors de la rédaction de la Constitution des États-Unis, en tant qu'exemple donc de démocratie participative. L'image idéalisée de l'Indien et par là même l'image idéalisée de la manière dont le colon traite l'Indien et de la relation entre le colon et l'Indien revêt une dimension idéologique donc à la fin du XVIIIe siècle, clairement marquée et transparaît dans l'œuvre d'artistes tels que Benjamin West, nommé peintre historien par le roi d'Angleterre George III, notamment dans cette représentation du traité conclu entre William Penn et les Indiens de Delaware. Le tableau date de 1771-1772, mais le traité a été signé en 1683. C'est donc un tableau qui dépeint des faits antérieurs d'un siècle et sur lequel on voit bien que la relation entre l'Indien, entre le sauvage et l'homme civilisé, l'homme blanc, est complètement idéalisée. Il y a un certain classicisme dans ce tableau. Les couleurs sont des couleurs chaudes. Le contexte est rassurant, il y a une sensation d'apaisement des relations. Et ce qui m'intéresse dans ce tableau, ou ce qui nous intéresse plutôt, ce n'est pas
tellement l'image que ce tableau montre de l'Indien, c'est l'image que ce tableau veut montrer des relations entre l'Indien et le blanc et de la manière dont le blanc, dont le colon traite l'Indien, comme si le colon traitait l'Indien dès le départ avec respect et considération, ce qui n'est pas le cas à l'époque, tout de même. Sous cette image donc lisse que l'appropriation du mythe du bon sauvage par les Américains de descendance européenne veut donner des relations déjà conflictuelles entre les communautés aborigènes et les colons dans une toute jeune Amérique. L'Amérique, je vous rappelle, proclame son indépendance en 1776 et devient indépendante en 1783 après le traité de Versailles. Dans ce jeune pays finalement obsédé à présent par quoi? Par l'expansion. Par l'expansionnisme, par le fait d'étendre le territoire et de repousser la frontière, les passions les plus vives vont rapidement être ravivées et les tensions les plus fortes vont ressurgir, comme le laissaient déjà présager ces mots du président George Washington prononcés en 1783, je cite, « Washington dit « Les Indiens et les loups sont des bêtes féroces, même s'ils diffèrent par leur apparence ». Le mythe de Washington ami des Indiens, qui est représenté sur cette gravure, est mis à mal par cette déclaration du président. Au début du XIXe siècle, l'élan de conquête imprimé par la politique jeffersonienne, Jefferson, la présidente de Jefferson, c'est 1801-1809, cet élan de conquête s'appuie sur une représentation de l'Indien beaucoup moins flatteuse que le noble sauvage, pour des raisons politiques et idéologiques, une fois de plus, comme en témoigne ce tableau de John Vanderlyn, la mort de Jane McCrea. Alors Jane McCrea est vraiment morte, elle a vraiment été tuée par des Indiens, mais c'était un siècle avant, pratiquement, et on va redéterrer les vieux fantasmes de l'Indien scalpeur de femmes blanches, on va redéterrer les vieux fantasmes du sauvage, du monstre finalement tapi au fond des forêts du Nouveau Monde, qui fascine à la fois l'Européen, mais qui l'inquiète également, et qui l'empêche surtout de mener à bien son projet de colonisation et d'installation. Ce tableau est d'autant plus intéressant qu'en fait, il a été peint pour Joël Barlow, qui était un fervent supporter de Jefferson. Donc le lien entre cette politique de conquête mise en place par Jefferson et la nécessité de montrer l'Indien sous un jour, ou l'Indien qui résiste à la conquête, en tout cas sous le jour d'un sauvage, sous l'image d'un sauvage, est évidente au début du XIXe siècle. Vanderlyn nous replonge dans les vieilles terreurs de la moitié du XVIIIe siècle, dans les récits de captivité. On pense à tous ces récits écrits au XVIIIe siècle, de femmes captives qui ont été ensuite libérées et qu'on a aidé à écrire leurs récits avec force de détails gore. On croirait des films gore du XXe siècle. Hein. Certains récits, tellement les détails sont sanglants. Et les images de l'Indien, donc, absolument terribles, exploitées à des fins idéologiques à ce moment-là pour légitimer un expansionnisme galopant et la volonté constante, bien sûr, toujours de repousser la frontière. On voit bien que l'Indien est très lié à la thématique de la frontière et des espaces liminaires, c'est-à-dire l'Indien, le fait d'être entre deux mondes. C'est quelque chose qui est très important dans la culture nord-américaine, dans la littérature également. Simultanément, des artistes tels que Charles de Saint-Mémin entreprennent, eux, de mettre en valeur l'image de l'Indien civilisé. L'Indien civilisé, c'est l'Osage. D'ailleurs, on parle des 5 tribus civilisées qui vivent à l'est du Mississippi. L'Indien Osage qui a adopté le code vestimentaire européen, qui a adopté, c'est le cas des Cherokees, une constitution sur le modèle américain et des institutions sur le modèle américain, l'Indien qui vit à l'est du Mississippi et qui, lui, s'inscrit parfaitement dans le projet jeffersonien d'assimilation de l'Indien dans la culture dominante nord-américaine, à savoir la culture d'influence européenne. Entre le noble sauvage et l'ignoble sauvage, les vieux fantasmes hérités de l'époque des explorations et de l'installation ne sont jamais bien loin au début du XIXe siècle. Cette vision manichéenne du bon Indien par opposition au mauvais Indien sera d'ailleurs reprise par Lewis and Clark dans les notes et les rapports qu'ils vont remettre au président Jefferson pendant et à l'issue de leur expédition. Pour mémoire, l'expédition Lewis and Clark, donc, c'est 1804-1806, elle part de Saint-Louis sur le Missouri et le but de l'expédition était de trouver une voie navigable entre les grands lacs, le Missouri à Saint-Louis et l'océan Pacifique dans l'Oregon. Lors de cette grande expédition, dans les rapports et les notes qu'ils vont remettre, Lewis and Clark vont exploiter également cette vision binaire, cette vision manichéenne du bon Indien qui accepterait l'arrivée de l'homme blanc et les valeurs de l'homme blanc, par opposition au mauvais Indien qui, lui, les refuserait et choisirait de continuer d'adhérer à ses propres valeurs. Dans un document analysant les données compilées par Clark et soumis au Congrès par Jefferson en 1806, ce document s'intitule « Estimate of Eastern Indians », le capitaine Clark se lance dans un éloge des bons Indiens.
Les bons Indiens, ce sont les mandants qui sont soumis à la volonté des Blancs. Il les oppose aux mauvais Indiens, les renégats, les hostiles. Ce sont les Indiens Lakota ou les Sioux qui, eux, refusent l'installation des Blancs sur leur territoire. William Clark nous dit, je cite, « Les mandants sont les Indiens les plus amicaux et les mieux disposés qu'on puisse trouver à l'est du Missouri. Ils sont très courageux, humains et accueillants. » Et il poursuit sur leur maîtrise des techniques agricoles. Alors ça aussi, la capacité de l'Indien à exploiter la terre par rapport aux Indiens qui vivent un style de vie nomade et qui eux n'exploitent pas la terre est quelque chose dont l'Européen s'est souvent servi, ou l'Américain après s'est souvent servi pour justifier l'expropriation des Indiens et la conquête des territoires. C'est-à-dire l'Indien n'est pas capable de se servir de la terre, donc on peut la lui prendre, cela ne pose absolument aucun problème. Il poursuit donc sur la maîtrise des techniques agricoles qu'il assimile à un signe de civilisation finalement des Indiens mandants. Il oppose ces mandants aux Sioux dont il nous dit, je cite, que ce sont les plus vils mécréants, la plus sauvage des races, qu'il convient de mettre aux ordres en employant des moyens coercitifs. Il ne manque pas au passage de souligner que si les Sioux sont des sauvages, les terres sur lesquelles ils vivent en revanche sont particulièrement fertiles et particulièrement appropriées à l'installation des colons blancs, des pionniers en fait. Si la passion se manifeste au regard de l'emploi des superlatifs dans les écrits de William Clark, il s'agit d'une passion qui est quand même soumise à un programme idéologique très précis et évident et qui sert à justifier finalement la politique américaine de Jefferson. Cette représentation de Meriwether Lewis, qui est le compagnon de Clark lors de l'expédition, en costume de frontiersman. Frontiersman, c'est un personnage très intéressant de la littérature et de l'histoire aux États-Unis. C'est l'homme blanc qui est à la frontière entre les deux mondes. C'est celui qui vit pile à la frontière et qui risque de basculer dans le monde indien ou dans le monde européen, selon, et est quasiment ridicule. On voit bien que le capitaine Meriwether Lewis s'est attribué, ou s'est approprié plutôt les attributs indiens, du costume indien, et par là même marque sa domination, ou la domination en tout cas du gouvernement américain sur les terres explorées, qui sont immédiatement revendiquées d'ailleurs. Il y a un aspect carnavalesque quand même sur cette représentation de Meriwether Lewis. Dans les années 1830, donc, faisant suite à la politique de Jefferson, le président Andrew Jackson ira encore plus loin puisqu'il œuvrera à la déportation de la plupart des Indiens vivant à l'est du Mississippi. Le Mississippi, à l'époque, est source de tous les fantasmes, représente la frontière naturelle entre le monde civilisé et le monde sauvage. Et Andrew Jackson soutient que il soutient en fait que l'idée du bonheur que se font les Indiens qui vivent à l'est de Mississippi n'est pas compatible avec celle que se fait l'homme blanc. Donc chacun peut avoir son propre bonheur. L'homme blanc à l'est du Mississippi, l'Indien à l'ouest du Mississippi, et c'est un leurre, bien sûr. On comprend bien que quand les Indiens de Cherokee vont être déplacés de force, c'est ce qu'on appelle la piste des larmes, hein, en 1836 ou 1838, quand ils vont être déplacés de force en Oklahoma et qu'ils vont devoir survivre, déjà la moitié va mourir pratiquement sur la piste des larmes pendant la déportation, et le reste va devoir s'adapter à des terres arides d'Oklahoma, alors qu'ils ont quitté des terres particulièrement fertiles en Géorgie et au Tennessee. Donc on voit bien que le bonheur, chacun a droit au bonheur, effectivement, mais ce n'est pas le même bonheur ou le même degré de bonheur. Et Jefferson va leurrer les Indiens en se posant comme grand-père protecteur des Indiens. Alors ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans les relations entre les Blancs et les indigènes aux États-Unis. C'est l'homme blanc qui parle du président des États-Unis ou du décideur comme du great father, le grand-père, le protecteur. Si vous obéissez, le grand-père sera bon avec vous et vous protégera. Si vous n'obéissez pas, le grand-père punit les enfants qui n'obéissent pas. Et cette image du grand-père est particulièrement frappante dans cette caricature très mordante du président Jackson. C'est une eau-forte de Thomas Nast qui est publiée en 1830, le président Jackson, où la figure du grand-père dorlotant les Indiens. Et les Indiens deviennent quoi? Des petites, même pas des enfants, des petites marionnettes ou des petites poupées que le président Jackson pose sur ses genoux. La politique de Jackson se matérialise en 1830 par le Indian Removal Act, c'est-à-dire cette loi qui permet au Congrès américain et au président des États-Unis de forcer les Indiens qui refusent la déportation à bouger et à être déportés de force donc sur de nouvelles terres. La promesse de Jackson, tenant donc au fait que les Indiens pourraient accéder au bonheur de l'autre côté du Mississippi, n'est pas d'ailleurs sans rappeler la doctrine separate but equal. Separate but equal, c'est cette doctrine après la guerre de sécession qui va justifier finalement la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis. C'est l'idée que les Noirs et les Blancs ont les mêmes droits au bonheur, puisque
le droit au bonheur fait partie du rêve américain et est inscrit dans la Constitution des États-Unis, mais un bonheur des chemins séparés, c'est-à-dire les Noirs ont leur bonheur de ce côté, les Blancs ont leur bonheur de l'autre côté. On voit bien on voit bien le leurre derrière, on voit bien toute l'hypocrisie, bien sûr, derrière ces doctrines, mais cette doctrine existe déjà dans la politique indienne dans les années 1830. Cette époque correspond également à une volonté de réécrire l'histoire des États-Unis, forcément. Si on veut justifier l'expropriation des Indiens et la déportation des Indiens, il faut réécrire l'histoire, il faut réécrire le mythe. Et pour cela, le gouvernement américain va faire appel à divers artistes dont la plupart sont italiens et qui, dans un style post-néoclassique, on va dire, mais quand même proche du néoclassicisme, vont réécrire ou regraver plutôt les mythes fondateurs des États-Unis, dont l'arrivée des pères pèlerins sur cette gravure en fait d'Enrico Cosicci, 1825. On voit les pères pèlerins débarquer, ce n'est pas le Mayflower, c'est la petite chaloupe qui les amène du Mayflower à Plymouth, le fameux rocher que vous pouvez voir si vous allez aujourd'hui à Plymouth, où les pères pèlerins auraient posé le premier pied sur le sol américain. Mais on voit bien l'attitude de l'Indien qui les accueille. C'est une attitude de soumission. L'Indien est courbé, l'Indien se soumet à l'arrivée des Blancs, des Européens en l'occurrence, sur son territoire. Ces artistes vont participer à la décoration du Capitole, ce n'est pas innocent non plus. Toutes ces œuvres d'art ont servi à décorer le siège du Congrès américain, c'est-à-dire le siège du pouvoir législatif aux États-Unis. Dans le même esprit, en 1825, Antonio Capellano va produire pour le compte du gouvernement américain une gravure intitulée « Pocahontas sauvant la vie du capitaine Smith ». Cette gravure est également très intéressante puisqu'elle réécrit finalement le récit de John Smith, ce récit devenu apocryphe, puisqu'on sait bien maintenant que les faits ne se sont probablement pas passés comme John Smith les a écrits, et certainement pas comme les artistes les ont représentés 1, 2, 3 siècles après. Ce qui est intéressant, c'est cette représentation de Pocahontas comme une déesse grecque, finalement, c'est-à-dire elle a une coiffure grecque, elle a tous les attributs de la jeune fille grecque, de la jeune fille classique, et en sauvant la vie de John Smith, forcément, elle fait quoi ? Ce qu'on disait tout à l'heure, elle légitime la présence du blanc et la domination de l'homme blanc sur les cultures indigènes. C'est également frappant sur cette peinture qui décore plutôt la coupole du Capitole, toujours. C'est le baptême de Pocahontas, représenté par John Gadsby Chapman en 1840. Ce qui est frappant sur cette gravure, c'est la place des Indiens. Vous remarquerez que les Indiens sont dans un coin, c'est le coin droit de l'image, ils sont dans l'ombre, à moitié dans l'ombre, ils sont pratiquement en train de disparaître, les Indiens, à cette époque, déjà. Il y a toute une symbolique. Et les colons et Pocahontas sont dans la lumière, une lumière qui est même céleste. On voit bien que c'est la lumière divine qui descend sur Pocahontas. Elle est blessed à ce moment-là, comme on dirait en anglais. Et la pureté virginale, donc, de Pocahontas, tout habillée de blanc et acceptant le monde de l'Européen, en acceptant sa religion, reniant le monde indien et la sauvagerie du monde indien à ce moment-là, bien sûr. Toujours dans cette même veine, en 1837, cette sculpture de Horatio Greenough est également très intéressante. Elle s'intitule The Rescue. Elle a décoré la façade est du Capitole pendant des années. Elle est quand même assez choquante puisqu'il s'agit d'un Européen, d'un colon, qui sauve la vie d'une pauvre jeune femme qui va être, on se doute qu'elle allait être massacrée par l'Indien qui tient le tomahawk à côté de l'Européen. Les proportions sont intéressantes sur cette sculpture, c'est-à-dire que, bien sûr, le colon est représenté comme plus grand que l'Indien, comme dominant l'Indien. C'est une sculpture qui magnifie finalement les bienfaits de la civilisation et qui diminue, ou qui atténue en tout cas, l'horreur finalement des actes commis à l'encontre des Indiens par les Blancs pour s'approprier leurs terres et le territoire à cette époque-là. À la même époque, quelques voix s'élèvent pour dénoncer la politique indienne donc, des États-Unis. Il y a un mouvement qui va émerger à cette époque-là, qui est un mouvement qui associe l'Indien au paysage. C'est une association qui a déjà été observée au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais qui devient encore plus marquante en ce début du XIXe siècle. Dans les écrits de Washington Irving, par exemple, les essais et les croquis, publiés en 1820,
Irving évoque un certain déterminisme lié au paysage. Il met en avant l'idée que l'industrialisation et l'urbanisation entraînent la destruction de la nature sauvage et donc irrémédiablement la destruction de l'Indien. L'Indien est voué à disparaître parce que le paysage dans lequel il vit est voué à disparaître. Le ton est paternaliste et complaisant et Irving propose au lecteur une image sublimée de l'Indien, passionnée et complaisante, qui témoigne une fois de plus du détournement de l'image de l'Indien par la culture majoritaire, la culture dominante. Irving nous dit, à mon sens, il y a quelque chose d'incroyablement saisissant et de sublime dans le tempérament et les usages des sauvages d'Amérique du Nord, quelque chose qui est intimement lié aux paysages dans lesquels ils évoluent. Les lacs immenses, les forêts qui s'étendent à perte de vue, les fleuves majestueux et les plaines intactes. L'Indien est fait pour la nature sauvage comme l'Arabe est fait pour le désert, nous dit Irving. Et Irving de conclure que l'Indien va très vite, je cite, s'évanouir de la surface de la Terre comme un nuage de vapeur qui se dissipe peu à peu. Ce qui frappe dans les écrits d'Irving, c'est l'évocation de la destruction d'un habitat naturel, on dirait dans notre langue moderne, qui va entraîner la disparition d'une espèce, comme une espèce animale en voie d'extinction. Et sous ce ton paternaliste, en fait, sous cette volonté de réhabiliter le statut de l'Indien, se cache en fait beaucoup de complaisance et beaucoup de compassion. Et la compassion, dans compassion, il y a passion, n'est jamais non plus un sentiment très gratuit et pas forcément très positif. Quand on éprouve de la compassion pour quelqu'un, on a pitié de lui. Donc on ne le met pas sur le même plan et c'est ce qu'on ressent en lisant les écrits d'Irving. Irving se place au-dessus de l'Indien. Cet engouement pour les paysages sublimes tels que ceux qui nous ont été décrits par Irving dans son ouvrage, Mais menacés de l'Amérique, s'inscrit dans ce courant du landscape painting, les peintures donc de paysages, des paysages sublimes justement, et dans sublime, il y a la beauté, mais il y a aussi ce qui fait peur. Le sublime, c'est ce qui est trop beau, et c'est tellement beau que c'est vertigineux et que ça fait peur, mais aussi des paysages sublimes qui sont en train de disparaître. On voit le nuage d'obscurité qui va voiler petit à petit le paysage sur cette peinture de Thomas Cole qui s'intitule Oxbow de 1836. Thomas Cole s'inscrit dans cette école qu'on appelle The Hudson River School. C'est une école de peintres qui va peindre les paysages de la vallée de la rivière Hudson dans l'État de New York. Et l'objectif de ces peintres ou leur préoccupation, c'est de peindre ces paysages avant qu'ils disparaissent ou avant qu'ils soient gâchés par l'industrialisation du pays. Dans ces paysages magnifiques, sublimes, mais en voie de disparition, l'Indien a disparu, il n'est plus représenté. Ou s'il est représenté, comme dans cet autre tableau de Cole, c'est dans des proportions infimes. Cole représente ici une scène du dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper, où l'Indien n'est plus que quelques points sur un promontoire rocheux, dans cette représentation donc d'une scène du roman de Fenimore Cooper. James Fenimore Cooper, qui dans ses romans qu'on appelle les romans de la frontière, c'est la saga de Bas de Cuir, 1823-1841, évoque aussi les paysages en changement et une culture indigène en proie à des tensions. Dans Le Dernier des Mohicans, Fenimore Cooper remonte aux guerres franco-indiennes, c'est-à-dire au milieu du XVIIe siècle, et décrit un monde voué à s'éteindre sous la pression du monde civilisé. Le héros des romans de Cooper, Natty Bumppo, qui s'appelle tantôt Natty, tantôt tueur de daims et tantôt la longue carabine, c'est l'expression en français qui est utilisée dans le roman, incarne l'hybridité entre deux mondes. C'est l'incarnation de ce qu'on appelait le coureur des bois. Le coureur des bois, c'est ce Français, souvent en Nouvelle-France, qui était fasciné par le monde indien et qui avait adopté une partie des coutumes indiennes tout en conservant une partie des coutumes héritées de sa culture européenne. Donc le héros incarne finalement cette frontière entre le monde sauvage et le monde civilisé, une ambivalence qui est également présente dans les personnages amérindiens qui peuplent le roman. Dans les romans de Cooper, l'Indien est à la fois sauvage et féroce, mais aussi courageux, digne et sage. Sur cette représentation, c'est l'Indien sauvage et féroce qui est représenté. Cette scène représente l'enlèvement de Cora par Magua. Magua, c'est le méchant dans le livre. Mais dans le roman de Cooper, Magua n'est pas l'archétype du méchant. La famille de Magua a été massacrée par les Blancs et c'est pour ça que Magua veut se venger. Et c'est ce que ne montre pas cette peinture, c'est ce que ne montre pas l'adaptation, d'ailleurs cinématographique non plus, entre autres, du Dernier des Mohicans, dont nous parlerons tout à l'heure. Ce qui me frappe sur cette représentation, c'est le caractère faustien de la représentation de l'Indien. Il y a quelque chose de diabolique, il y a quelque chose de Méphisto dans la représentation de cet Indien. C'est une autre représentation du Dernier des Mohicans qui date à peu près de la même époque, c'est la scène finale, c'est la mort de Cora
C'est une scène qui est extrêmement importante puisque finalement, Cooper, bien sûr, met en scène des personnages indiens et des paysages dans lesquels vivent encore les tribus indiennes à l'est du Mississippi, mais le propos du roman de Cooper n'est pas vraiment la situation des Amérindiens. Le propos du roman de Cooper est plus la relation entre les races, la notion d'hybridité et de mixité. Est-ce que l'hybridité et la mixité entre les mondes peut survivre? La réponse à la fin du roman est non. Le seul couple mixte, c'est le couple formé entre Cora. Cora est déjà le fruit des amours d'un colonel britannique avec une noire, donc elle est déjà métisse, et elle tombe amoureuse de l'Indien Unka. Le héros, Natty, tombe amoureux de la blonde sœur de Cora, qui s'appelle Alice Munro. Et à la fin, le seul couple qui survit, c'est Natty et Alice. Le couple de Cora et de Unka meurt, ils sont tous les deux tués dans cette scène. Et ce qui est intéressant, c'est que le film inverse les codes complètement, comme nous le verrons après. C'est l'autre sœur qui meurt dans le film. Et ça détourne complètement le sens du livre de Cooper, du roman de Cooper. Un autre artiste a posé un regard sur l'Indien compatissant, c'est George Catlin dans ses peintures. Catlin donc, a voyagé à travers l'Ouest américain avec ses chevalets, ses pinceaux et ses peintures, fasciné par une vision très romantique de l'Indien en tant qu'une race ou une culture en voie de disparition. Catlin sentait qu'il fallait qu'il reproduise ce qu'il voyait et qu'il le magnifie avant que ça disparaisse. Catlin va mettre en scène dans ses tableaux cette vie idéalisée de l'Ouest américain, en dépit de nombreux éléments d'information essentiels sur le plan ethnographique, dans les tableaux, mais aussi les récits de Catlin, puisqu'il a écrit un carnet de voyage qu'il a publié. Catlin souligne la noblesse de l'Indien et sa beauté dans un élan souvent passionné, tout en peignant un monde ou un paysage en voie de disparition, un paysage magnifié, l'Ouest sauvage. Le sauvage éclairé des lumières, qui incarnait la raison, a laissé place au sauvage romantique, le sauvage de Catlin, on est au XIXe siècle, source de bien des passions depuis. C'est le guerrier, c'est le fantasme du guerrier Cheyenne ou du guerrier Sioux sur son cheval, la chasse au grizzly. On se doute bien que si vraiment Catlin a assisté à cette scène, les Indiens sont morts et les chevaux aussi. Les grizzlies sont déjà en train de déchiqueter les chevaux sur le tableau. Donc il a certainement assisté à une scène fascinante, mais je doute que les choses aient eu lieu comme Catlin veut bien nous les montrer sur ces tableaux. Le portrait est également très intéressant. Les peintures de Catlin sont magnifiques. Il a un talent d'artiste absolument exceptionnel à mon sens, mais il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Elles sont une vision, encore une fois, compatissante et elles sont l'œil de l'homme blanc sur ce qu'il considère être une culture vouée à l'extinction et en voie de disparition. C'est un tout autre constat que se livre à la même époque Alexis de Tocqueville, ce Français qui voyage donc à l'est du Mississippi, et qui nous dit, en parlant des Indiens, je cite, « C'est une race qui s'éteint. Ils ne sont pas faits pour la civilisation, elle les tue. » Il ne cache pas sa déception de devoir renoncer à l'Indien qu'il a fantasmé quand il a lu, petit enfant, les romans de Fenimore Cooper, justement. Ce n'est pas cet Indien qu'il rencontre aux États-Unis, mais des Indiens dont il nous dit que, je cite, « Leur physionomie annonçait cette profonde dépravation qu'un long abus des bienfaits de la civilisation peut seul donner. » Je pense qu'il parlait de l'alcool, entre autres. C'est ce qu'il nous dit dans 15 jours dans le désert. Dans son célèbre ouvrage de la démocratie en Amérique, il souligne la noblesse intrinsèque à l'Indien qu'il assimile même à la noblesse européenne du Moyen-Âge. Il ne peut que parvenir au même constat que Irving, l'Indien contraint de migrer pour trouver un espace que l'Amérique lui refuse à présent. Il est contraint de migrer et donc il sera contraint de disparaître puisque, une fois le Pacifique atteint, il n'y aura plus de place pour l'Indien dans le monde que construisent les Américains, nous dit Tocqueville. Je cite, il nous dit « Derrière eux, eux c'est les Indiens, et la faim. Devant eux, la guerre. Partout, la misère. » La perte de l'Indien est envisagée comme inéluctable et mise en scène à grand renfort d'effets rhétoriques par Tocqueville. C'est donc cet Indien perdu, cet Indien qui n'est pas à sa place, qui n'a plus sa place dans ce nouvel ordre, que nous chante le poète Henry Longfellow à la même époque dans Le Chant de Hiawatha en 1855. Cette romance, inspirée en fait des sagas scandinaves, s'offre comme un chant du cygne nostalgique et prophétique, sombre, à l'image de la représentation qu'en fait Frederick Remington en fin de siècle, en 1889. Dans ce passage du chant de Hiawatha, qui se situe à la fin du poème, c'est un long poème épique, nous sommes dans le 21e chant, et Hiawatha compare l'avenir des Indiens à un tas de feuilles mortes soufflées par le vent, et vouées donc à disparaître, à être dispersées aux quatre vents. C'est une vision très romantique, bien sûr, de l'Indien et très héritière de la culture européenne de l'époque et des poètes du XIXe siècle, de la deuxième partie du XIXe siècle.
cette représentation donc d'une scène du poème de Longfellow s'inscrit également dans cette mouvance qui consiste à décrire un monde en sépia, un monde en noir et blanc, un monde en train de s'effacer devant l'action civilisatrice du gouvernement américain. Un Indien qui n'a plus sa place, qui n'est plus à sa place. Dans un monde où les paysages originels sont en but à l'industrialisation, l'Indien est balayé donc. Il est balayé aux 4 vents, comme nous dit Longfellow. C'est également cette vision de l'Indien que nous donne ce tableau de William Beard, qui est en fait une représentation d'une scène d'un poème d'Alexander Pope. Le poème date du XVIIIe siècle, de 1734. Il s'intitule « Lo the Poor Indian ». Et dans « Lo the Poor Indian », Pope nous dit « Heureux cet Indien qui n'est pas influencé par la civilisation, qui n'est pas perverti ou corrompu par la civilisation, car il peut s'inscrire dans le paysage, il fait partie du paysage et il peut contempler le ciel, son chien fidèle à ses côtés », nous dit Alexander Pope. Et ce noble sauvage donc est remis en scène plus d'un siècle plus tard par William Beard dans cette peinture qui est une représentation très fidèle de cette image du noble sauvage que nous donne Pope. Mais ce qui est intéressant, c'est que la même année, pratiquement, il y a cette autre représentation qui s'intitule aussi « Lo the Poor Indian ». C'est également une représentation très fidèle du poème de Pope. C'est l'Indien corrompu et perverti par la civilisation blanche, l'alcool et les armes. C'est une caricature qui a été publiée dans un magazine de l'époque, qui était anonyme. Sur la haine de l'Indien, donc, devient monnaie courante en cette deuxième partie du XIXe siècle et est encouragée par le biais de diverses représentations en apparence passionnées, mais où la raison politique est manifeste, ou derrière lesquelles la raison politique est manifeste. La notion de destinée manifeste, la grande mission civilisatrice de la jeune nation américaine, que la jeune nation américaine s'assigne, broie l'Indien sans trop d'état d'âme, comme une relique, un vestige de l'ordre passé et dépassé. Les frontières entre civilisation et sauvagerie sont minces quand les massacres d'Indiens se multiplient à l'ouest. Et dans un ouvrage à l'ironie mordante, qui s'intitule « Le grand escroc », en français, Herman Melville rationalise et théorise la haine de l'Indien dans un chapitre qui, très ironiquement, s'intitule « La métaphysique de la haine de l'Indien », dans laquelle Melville se met en peine d'expliquer pourquoi il convient de haïr l'Indien lorsqu'on habite à la frontière et qu'on veut survivre. Bien sûr, ce que dénonce Melville, c'est la politique américaine des États-Unis et une culture américaine qu'il juge bassement matérialiste et destructrice, et dont l'Indien, bien sûr, est une des victimes parmi d'autres. Sur un ton beaucoup moins sarcastique et subversif, le fantasme lié à l'Indien des plaines, aux guerriers Cheyenne, aux guerriers Sioux, n'a jamais été aussi fort que dans la deuxième partie du XIXe siècle. S'il est aussi fort, c'est qu'il y a une nécessité à cette époque de mettre en avant la bravoure du héros blanc face à l'Indien. Mettre en valeur le héros blanc face à l'Indien consiste à représenter l'Indien comme un personnage fort, mais sauvage, brutal, dont le héros civilisateur vient à bout. On est sur la fin des guerres indiennes. Les derniers Indiens à résister, ce sont les Apaches, Geronimo, notamment le chef Geronimo, et les Sioux, sous le commandement de Sitting Bull et de Crazy Horse. Et il convient d'encourager l'effort de guerre contre les Indiens et de venir à bout de ces derniers Indiens en mettant en valeur l'action du gouvernement américain et de l'armée américaine. Dans des gravures largement diffusées à l'époque en guise de propagande, des gravures anti-indiennes et pro-conquête, l'Indien des plaines apparaît tour à tour comme une créature en proie à des forces démoniaques. On croirait une scène de sabbat. C'est une représentation de la ghost dance des Indiens Sioux à la fin du XIXe siècle. Ou encore comme le violeur de femmes, le violeur de la femme blanche, bien sûr, hein, et là on revient au récit des femmes captives du XVIIe siècle, comme le parasite nuisible, la légende, je ne sais pas si on le voit, dit l'Indien commet des actes atroces alors que le gouvernement américain dépense de l'argent pour lui assurer une bonne vie sur les réserves. Et comme le sauvage capable des pires atrocités, comme sur cette représentation de massacre de Fort Kearny, qu'on appelle aussi le massacre de Fetterman, mais que les Indiens n'appellent pas massacre. Les Indiens l'appellent la bataille des sangs dans la main, parce qu'ils pensaient parce que ces sangs blancs qui essayaient de s'installer là, ils les avaient dans la main, ils leur ont tendu une embuscade. Ce n'est ni plus ni moins qu'une bataille. Cette bataille, en plus, a fait suite à un massacre, le massacre de Sand Creek, dont on ne dit rien, dont il n'y a aucune représentation. Le massacre de Sand Creek, c'est lorsque Chivington a débarqué dans un village cheyenne et a massacré les femmes et les enfants, a coupé les mains et les seins des femmes et des enfants et a paradé dans la ville de Denver, dans le Colorado, avec des mains d'enfants et des tétons de femmes autour du cou, en fait.
De ça, il n'y a aucune représentation. On met en scène la barbarie de l'Indien, on ne met pas en scène la barbarie de l'homme blanc à l'époque. Par contre, on met en scène le héros civilisateur, Buffalo Bill, sur cette gravure, qui triomphe de l'Indien et qui ne le scalpe pas, mais qui brandit la coiffe de plumes de l'Indien qu'il vient de tuer, du chef indien ou du guerrier indien qu'il vient de tuer. Buffalo Bill, qui mettra lui-même en scène cette image de l'Ouest sauvage qui est finie à la fin des guerres indiennes, qui n'existe plus, la conquête est terminée, dans le Buffalo Bill's Wild West Show, à travers les États-Unis d'abord, puis ensuite à travers l'Europe, à Londres, à Paris, et qui véhiculera cette image passionnée et détournée de la conquête de l'Ouest. J'aime particulièrement cette scène du Buffalo Bill Wild West Show, où Buffalo Bill incarne le général Custer, c'est la mort du général Custer, on croirait une tragédie grecque de Racine, ou Hamlet de Shakespeare, c'est le dernier acte où tout le monde tombe mort. Au tournant du 19e et du 20e siècle, donc, après la reddition de Sitting Bull et de Geronimo, 1881 et 1886, et après Wounded Knee, l'Indien libre n'est plus qu'un souvenir, un mythe qu'il va falloir réécrire, à l'instar de cette fameuse histoire de Pocahontas qui, à la fin du 19e siècle, va être représentée de cette manière. On croirait une légende arthurienne, la gente dame et les chevaux du noble chevalier, ou une version plus colorée, plus chamarrée, qui date exactement de la même époque, où on se croirait en Mésoamérique ou en Amérique latine, dans cette représentation indienne, mais qui est tout aussi passionnée et tout aussi détournée. Au début du XXe siècle, il y a trois photographies qui me tiennent particulièrement à cœur. Ce sont les photographies de Geronimo, du chef Geronimo. Celle-là, 1887, Geronimo vient de se rendre. On photographie le guerrier qui a terrorisé toute l'Amérique, ou toute une partie de l'Amérique pendant des années. En 1905, Geronimo conduit une voiture. C'est l'image de l'Indien civilisé, Geronimo. L'irréductible Indien a accepté le monde des Blancs. Et la même année, Edward Curtis, le célèbre photographe Curtis, nous donne cette image, de Geronimo. Geronimo, le vieil Indien mourant. Geronimo, la culture indienne qui disparaît. Alors les photos de Curtis, ce sont des photos en sépia, ce sont des photos qui sont nostalgiques d'un Ouest qui n'existe plus, qui a pratiquement disparu et que Curtis essaie de fixer sur le papier glacé avant qu'il n'ait complètement disparu. Mais une fois de plus, ce sont des images détournées de l'Indien. C'est encore une fois le regard du blanc sur l'Indien. Dans les années 1930, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'arrive au bout du temps qui m'est imparti. Dans les années 1930, le cinéma muet va s'emparer du personnage de l'Indien dans des films tels que L'Ennemi silencieux. Dans L'Ennemi silencieux, on va mettre en scène la famine, la disparition du gibier qui entraîne la disparition de l'Indien. C'était une des techniques préférées des gouvernements américains et canadiens, tuer le gibier afin que l'Indien n'ait plus de quoi se nourrir et disparaisse de lui-même. On pense au massacre des bisons notamment. Cette vision très romantique de l'Indien est également véhiculée par le poète John Neihardt qui va écrire le récit de la vie du chef Black Elk, Élan Noir. Ce récit s'intitule Black Elk Speaks, sauf que ce n'est pas Black Elk qui speaks, c'est le poète qui speaks, c'est-à-dire c'est ce qu'a dit Black Elk en langue Lakota, qui est retranscrit en sténo par la fille de Neihardt et que Neihardt réécrit de manière très très poétique. Je pensais vous en lire un passage, mais je ne vais pas avoir le temps. Il décrit notamment le massacre de Wounded Knee et, pareil, le vent qui balaye les cendres des derniers Indiens sur le site de Wounded Knee. Dans les années 40, l'Indien va disparaître pratiquement de l'iconographie et des représentations parce que l'Amérique est tournée vers d'autres préoccupations, la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 50, avec l'élection de Eisenhower, président républicain, premier président républicain depuis des années, l'Amérique isolationniste alors va se replier sur ses propres mythes. Elle va célébrer l'anniversaire de l'expédition Lewis and Clark, notamment les 150 ans de l'expédition Lewis and Clark. Le timbre est intéressant. Lewis and Clark la taille de Lewis and Clark est supérieure à celle des autres personnages, ils sont au premier plan, et Sacagawea, leur guide indienne, est au second plan. La présidence d'Eisenhower, c'est également le début de la politique de termination. La politique de termination, c'est l'idée que le gouvernement américain dépense trop d'argent dans les réserves et qu'il va falloir couper les subventions et que les Indiens vont devoir se débrouiller par eux-mêmes. C'est aussi la politique d'urbanisation. On encourage les jeunes Indiens à aller vivre dans la périphérie des grandes villes. Ces politiques ont été catastrophiques, désastreuses sur l'image que l'Indien avait de lui-même, bien sûr. Cette fresque murale était également intéressante, mais on va la passer. Je voudrais arriver aux années 50.
À cette période, donc pendant la présidence d'Eisenhower, c'est l'avènement du western hollywoodien. Dans le western hollywoodien, ce qui est fascinant, c'est que l'Indien est là, mais il n'est jamais au centre du film. C'est le blanc qui est au centre du film. L'Indien n'est là que comme faire valoir du blanc ou pour se faire tuer, bien sûr. Dans The Searchers, la prisonnière du désert de John Ford, avec John Wayne, bien sûr, il y a une scène particulièrement frappante. John Wayne, animé par un sentiment de vengeance, déterre le cadavre d'un Indien et lui tire 2 balles dans la tête. C'est une scène qui, à l'époque, n'a pas du tout choqué l'Amérique. Vous voyez, cette représentation des relations ou de ce que peut être l'Indien dans les années 50, en 56. C'est une scène qui serait impossible maintenant. On pense aussi au stéréotype de l'Indien stoïque. On dirait presque Rambo, Jay Silverheels dans le rôle de Geronimo dans La Flèche brisée, en 1950. Ou la bonne vieille scène de l'attaque de la diligence, que Buffalo Bill nous avait déjà joué, et dans le Wild West Show, bien sûr, qu'on peut voir dans tous les westerns. Ou encore une fois, l'opposition entre le bon Indien et le mauvais Indien. Cochise, le bon Indien qui accepte les Blancs dans La Flèche brisée, la série cette fois-ci, et dont on exagère les bonnes relations avec Tom Jeffords, le représentant du gouvernement, et Geronimo, à côté de Cochise, qui est l'Indien renégat, l'Indien hostile, dont il va falloir venir à bout. Dans les années 70, l'image qui est donnée de l'Indien est récupérée par les mouvements anti-guerre du Vietnam et le mouvement hippie également. On peut appeler ça « the groovy Indian ». C'est cette image de l'Indien associée, l'Indien écolo, si vous voulez. Voilà, l'Indien écolo, tout ce qui est indien est bon. Iron Eyes Cody, qui est peut-être l'acteur qui a joué le plus de rôles indiens dans sa carrière, qui n'avait pas une goutte de sang indien, il était italo-américain, il a passé sa vie à usurper l'identité indienne. On appellerait ça de la fraude ethnique de nos jours. Mais qui est apparu dans toutes ces publicités pour inciter la population américaine à protéger l'environnement, à ne pas jeter leurs déchets n'importe où, notamment. Cette photo de la chanteuse Cher dans les années 70 est intéressante également. C'est ce mouvement hippie qui récupère tous les attributs de l'Indien, la peau de bête, le petit bandeau dans les cheveux et les bijoux indiens. À la même époque, dans des années 50 aux années 70, Disney nous offre une autre image. C'est l'Indien dans Peter Pan. Les vieux démons ne sont jamais loin. Dans Peter Pan, la chanson autour de laquelle dansent les Indiens, c'est « What made the red man red ?» Qu'est-ce qui a rendu l'homme rouge rouge? Et on nous explique que l'homme rouge est rouge parce que le guerrier indien qui était amoureux d'une jeune fille, elle lui a fait un bisou sur la joue et il a rougi et ils sont restés rouges. Donc la couleur de la peau forcément. Et tous les stéréotypes de l'Indien, je crois, sont repris dans Peter Pan, dans cette scène de Peter Pan, par Disney et véhiculés par Disney. Ce Bugs Bunny, c'est encore plus choquant. Ce dessin animé de Warner de 1960 nous montre Bunny en train de tuer des Indiens. Et la chanson, c'est « One little Indian, two little Indians », et il compte les Indiens qu'il a tués. Et il efface un demi-bâton en disant « Hop, celui-là était un demi-sang ». Voilà ce qu'on a pu montrer aux enfants, si vous voulez, quand même. Et jusque dans les années 80, où le Reader's Digest a sorti ce livre dans lequel il a fantasmé encore une fois une Amérique qui n'existe plus. On nous promet l'histoire untold qui n'a jamais été rencontrée des peuples d'Amérique du Nord. Et en fait, il s'agit ni plus ni moins que d'une histoire fantasmée et romancée à la bonne vieille mode du XIXe siècle. Pocahontas en sera également un exemple en 1995. Disney va encore une fois accumuler tous les clichés positifs, mais des clichés tout de même, des stéréotypes positifs, mais des stéréotypes tout de même, pour nous montrer une Pocahontas proche de la nature, soucieuse du bien-être de tout le monde et soucieuse d'établir un pont entre le monde de l'Indien et le monde du colon. Dans les années 50, certains auteurs vont tenter de réécrire l'histoire du point de vue de l'Indien. C'est le cas de Dee Brown dans « Enterre mon cœur à Wounded Knee ». Le problème, c'est que Dee Brown, ou si on pense en termes de film, c'est les années 70, donc en 71, Little Big Man, vont inverser la polarité civilisée et barbares. C'est-à-dire que les barbares, ce sont les Blancs, dans le livre de Dee Brown et dans le film de Arthur Penn, et les sauvages sont les bons, sont la société idéale, finalement, qu'on nous présente. Ce sont les Cheyennes dans Little Big Man. Mais Little Big Man joue également sur les clichés. Il y a le mauvais Indien, c'est l'Indien Pawnee, l'ennemi héréditaire des Cheyennes, qui massacre les pauvres Cheyennes, et c'est l'homme blanc qui massacre également les Cheyennes. Et le Pawnee s'allie à l'homme blanc, il devient le guide de l'homme blanc, comme l'ont fait effectivement certaines tribus indiennes, vous voyez. Mais en inversant cette polarité, on est toujours dans le stéréotype et on est toujours dans un regard de blanc porté sur l'indigène, dans les années 70.
Dans les années 90, avec Kevin Costner et Danse avec les loups, on est dans la compassion, ce grand mouvement de compassion. L'Amérique culpabilise sur ce qu'elle a fait endurer aux Indiens. Elle a besoin de se racheter. Et il faut montrer que l'Indien est bon et que l'Indien doit être aidé et que la culture indienne doit être valorisée. Mais dans Danse avec les loups, on est sur une vision complètement déformée, encore une fois, de la culture Sioux. Autant que dans l'adaptation du Dernier des Mohicans de Michael Mann, hein, où non seulement le livre de Cooper est complètement détourné, c'est-à-dire que l'affaire est inversée, c'est la mauvaise sœur qui meurt, donc ça change complètement le propos du film, et on a ces grandes envolées lyriques, notamment la scène finale où les trois héros qui survivent, un Indien, un coureur des bois entre les deux mondes et une femme blanche, contemplent avec nostalgie ce paysage américain qui va bientôt disparaître, qui va bientôt être altéré par l'avancée de l'homme blanc. Bruce Barefoot, par exemple, à 91, lui va essayer de nous donner dans Black Robe, je vous encourage à voir ce film, Robe noire, une vision beaucoup plus ascétique, on va dire, et épurée de l'Indien. Black Robe, ça parle de l'évangélisation des Indiens Hurons au début du XVIIe siècle par les missionnaires français. Hein. C'est un missionnaire français qui doit rejoindre une mission huronne, en fait. Hein. Et le problème, c'est qu'encore une fois, dans Black Robe, on a plus le point de vue de ce qu'a dû ressentir l'homme blanc quand il a découvert ces paysages inconnus, à la fois fascinants et effrayants, que ce qu'a dû ressentir l'Indien quand il a vu arriver l'étranger sur son territoire. On est encore, hein, une fois de plus, sur la perspective de l'homme blanc. Dans Into the West, en 2005, qui est une très très bonne série en 6 épisodes, une mini-série, on a une vision beaucoup plus balancée, hein, de ces problèmes d'indianité et de civilisation. On croise l'histoire de deux familles, une venue de Virginie et une famille Lakota, de manière effectivement assez harmonieuse, et on essaie de donner le point de vue de l'histoire sur l'histoire des deux côtés, en fait. Hein. Mais quel que soit le film, ce qui m'a frappé quand j'ai re-regardé les jaquettes, c'est que l'Indien n'est jamais au centre de la jaquette. Qui est au centre de toutes ces jaquettes? L'homme blanc, l'Indien est à l'arrière-plan, ou plus petit, ou quand il est plus grand que l'homme blanc, c'est le cas de la jaquette de Into the West, il est tourné, il a le dos tourné vers le passé, il est voué à la disparition une fois de plus. Donc on est toujours sur une représentation de l'Indien qui n'appartient pas à l'indigène, qui appartient à l'homme blanc et à son point de vue sur l'histoire. Ce qui m'intéressait de développer pour terminer très rapidement, c'est cette idée de reconquête de son image par l'Indien. Ça va commencer avec Marie Sandoz, qui n'est pas du tout amérindienne, mais qui va écrire un livre essentiel, Crazy Horse, dans lequel elle va, dans les années donc, 40, en 42 si je me souviens bien, dans lequel elle va adopter le point de vue Lakota pour re-raconter l'histoire de Crazy Horse, qui est à la fois un personnage historique et un mythe, bien sûr, pour les Indiens Lakota. Le chef Crazy Horse, c'est celui qui a résisté le plus avec Sitting Bull et qui a été sauvagement assassiné par les Blancs. Elle va adopter le point de vue Lakota, les métaphores Lakota, un rapport à la temporalité qui est celui des Indiens et pas celui des Blancs, puisque tout ça, dans le récit, ça compte énormément. Hein, et c'est vraiment la première qui va nous offrir un point de vue interne, en n'étant pas amérindienne, sur la vision que les Amérindiens peuvent avoir de l'histoire de l'Amérique, en fait, et de leur propre image. Cette vision dépassionnée, Momadé va œuvrer pour la transmettre également dans La Maison de l'Aube. La Maison de l'Aube, en 1963, c'est le premier roman amérindien à obtenir le prix Pulitzer, en fait, hein, Scott Momadé. Ce qui est très intéressant dans son roman, c'est que Momadé met en scène un jeune Indien qui revient de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est battu pendant la Deuxième Guerre mondiale et il doit à la fois se reconnecter aux traditions et à sa culture amérindienne et résoudre ces problèmes que lui ont posés les atrocités auxquelles il a assisté dans ce monde moderne de l'homme blanc, ce conflit de l'homme blanc auquel il a participé. Et je pense que Momadé amène l'Indien dans la modernité, en fait, dans le monde moderne, dans son récit. Certains chanteurs également, je pensais à Trudel, mais je ne vais pas trop avoir le temps d'en parler, qui est un poète et un chanteur Lakota. Je vous encourage à aller écouter les chansons de John Trudel, notamment Now You Want Us, qui parle de l'histoire des États-Unis et qui dit « Vous voulez maintenant qu'on pleure pour vous, mais on n'a plus de larmes, parce que votre histoire a asséché nos larmes. » Alors c'est très poétique, bien sûr, mais ça reprend quand même, c'est déjà l'image de l'Indien aux mains de l'Indien, hein, et plus aux mains de l'homme blanc, donc c'est assez intéressant. Ou James Welch, cet auteur du Montana, qui dans son roman L'hiver dans le sang, met en scène un jeune métis qui, dans les années 80, essaie de se situer dans le monde américain, l'Amérique moderne et le monde de sa tribu, les Indiens pieds noirs, les Indiens Blackfoot du Montana, en fait. Le problème d'être métis, c'est encore un autre problème. C'est le problème de n'appartenir ni à un monde, ni à un autre. Il a été adapté de manière assez extraordinaire, il y a 2 ans, par 2 réalisateurs anglais. Je vous encourage
à le lire et à le voir parce que c'est vraiment très très intéressant sur le regard que l'Indien peut porter sur sa propre culture. Des auteurs comme Marshall, eux, vont réécrire aussi le mythe de Crazy Horse, et Marshall va réussir à établir un parallèle entre sa jeunesse en tant que jeune Indien Sioux et la jeunesse de Crazy Horse. Il va dire ce que Crazy Horse a vécu, je l'ai vécu. Parce que la relation à la famille, l'idée de collectivité et de communauté chez les Indiens Lakota, elle est toujours intacte, malgré le processus d'acculturation que les Blancs ont mis en place depuis des siècles. Et il va ramener Crazy Horse dans le monde moderne et dans la vie des Lakota aujourd'hui, surtout. C'est la question qu'il faut se poser. Quelle est la vie aujourd'hui sur la réserve? Paula Gunn-Allen va faire la même chose avec le mythe de Pocahontas. Elle a écrit un excellent ouvrage dans lequel elle montre que le mythe a été écrit par des Blancs, pour des Blancs, et elle essaie de réécrire, pas le mythe, mais l'histoire. Et elle essaie de réécrire l'histoire du point de vue des Indiens algonquins. Le monde algonquin, c'était les Indiens qui vivaient dans le nord-est des États-Unis majoritairement à cette époque. Et elle nous parle de Pocahontas, femme espionne, entrepreneur. Donc c'est extrêmement moderne, et en même temps, ça s'appuie sur une véritable vision du monde telle que les Algonquins pouvaient l'avoir et peuvent toujours l'avoir, et qui ne correspond pas au point de vue qu'impose la culture européenne. Le cinéma va s'emparer, les Indiens au cinéma vont s'emparer de leur image, vont se réapproprier leur image aussi, dans des films tels que Smoke Signals. En français, il a été édité sous le titre de Phoenix, Arizona. Deux jeunes Indiens, cœur d'haleine. C'est l'adaptation d'une nouvelle écrite par un auteur amérindien également. Ces deux jeunes Indiens, cœur d'haleine, vont traverser les États-Unis pour aller chercher les cendres du père d'un des deux qui est décédé à Phoenix. Et dans ce road trip extrêmement drôle et touchant à la fois, ils vont s'interroger sur la vie sur la réserve de nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être Indien, jeune Indien sur une réserve? Ils vont s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'être Indien et montrer aux autres qu'on est Indien, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'être un fils. La relation au père est très importante. Donc c'est encore une fois un film qui n'est pas uniquement axé sur le problème de l'indianité, mais sur les véritables préoccupations du jeune Indien dans le monde moderne. C'est le cas dans The Lesser Blessed, qui est un excellent film canadien également, sur la manière dont le jeune Indien doit parvenir à s'adapter à la société dans laquelle il vit, à la fois sur la réserve et en dehors de la réserve. La réserve étant un lieu assez isolé et assez particulier tout de même à vivre. Certains documentaires également offrent cette image très moderne des préoccupations de l'Indien. Je pense à Stolen Country, par exemple, ou Trick or Treaty, qui est un excellent documentaire de la télévision canadienne. Il y a des groupes de hip-hop qui... alors c'est assez timide encore, mais il y a les Winnipeg's Most, par exemple, qui chantent, qui rappent ce que c'est qu'être Indien à Winnipeg. Pas sur la réserve, mais dans les ghettos urbains indiens, c'est encore un autre point de vue et d'autres problèmes, une autre image de l'Indien dans le monde moderne. Winnipeg est la ville qui est réputée être la plus raciste du Canada, notamment à cause des ghettos indiens à sa périphérie. Dans le monde de la mode, ça c'est des photos que j'ai prises lors de mon voyage aux États-Unis l'an dernier à New York, au musée des Amérindiens à New York, que je vous encourage également à visiter. Ce sont des créatrices et des créateurs de mode indiens qui ont exposé leur production artistique. Donc il y a des inspirations indiennes, asiatiques, européennes. C'était très très intéressant à observer, et c'est une image très moderne aussi de ce qu'est la culture indienne de nos jours. Et je voulais terminer sur ce film qui est Atanarjuat. C'est un film inuit qui a été tourné par Zacharias Kunuk. Ce qui est fascinant dans Atanarjuat, c'est que Kunuk a mis en scène une légende inuite qui est millénaire. C'est un mythe, c'est une légende inuite, la légende de l'homme qui court, The Fast Runner. Et en mettant en scène cette légende millénaire, il arrive à produire un polar moderne et une tragédie grecque classique. Vous voyez Atanarjuat, vous voyez une tragédie grecque, vous voyez aussi un polar moderne. Et pourtant, ce ne sont que des acteurs inuits qui parlent en langue inuktitut. Le film n'a pas été du tout fait pour des spectateurs non indigènes. Il a été fait pour des spectateurs inuits, par un réalisateur inuit, une équipe de production inuite, des monteurs inuits, etc., etc. C'est un film fait par des Inuits, pour les Inuits. Et pourtant, dans Atanarjuat, c'est l'image peut-être la plus moderne de l'Indien qui va nous être donnée. C'est vraiment une image dépassionnée dans le sens où c'est l'Indien qui est maître complètement de sa propre image et qui l'offre à d'autres indigènes, si vous voulez. L'Inuit en l'occurrence, mais si vous regardez l'affiche du film, moi il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai vu Atanarjuat, c'est que ce tout petit accessoire, cet accessoire c'est un masque solaire. Ça fait des siècles et des siècles que les Inuits, en fait, dans des eaux de caribou, se font des masques pour se protéger du soleil. Cet accessoire qui est séculaire confère à ce film une modernité absolument extraordinaire. Quand on voit l'affiche d'Atanarjuat,
on voit une image futuriste, on voit une image de l'Indien qui n'est plus rétrospective, tournée vers le passé, mais prospective, et une possibilité d'avenir pour l'Indien. Je vous remercie beaucoup et je suis désolé d'avoir dépassé.